Jean-Philippe, 22 et suivante. Bonsoir à toutes et à tous. Justement, pour continuer à s'approprier l'idée tech, on va y rester. Et donc, il s'agit d'une demande de subvention donc, auprès de la DRAC en ce qui concerne l'extension des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Donc, on avait déjà pris effectivement cette délibération l'année dernière, puisqu'il s'agit d'une subvention exceptionnelle de 80% qui va durer sur 5 ans. Donc, l'année dernière, à la même date d'ailleurs, nous avons voté une subvention de 201 888 €. Et là, il s'agit pour la deuxième année, un montant de 205 925 €. Question, remarque? Bon, juste rappeler, et je l'ai déjà fait, que l'intérêt d'un projet comme ça par la DRAC est quelque chose de rarissime et traduit bien le fait que c'est un projet innovant en matière de culture et qui intéresse du coup l'État. La DRAC, c'est l'État. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, bien sûr. Donc je vous propose de traiter les deux délibérations suivantes ensemble, et après on votera bien évidemment séparément. Donc les 23 et 24, il s'agit des garanties d'emprunt pour l'opération de construction donc, au niveau du Troubadour. Donc c'est l'ancienne école Sainte-Élisabeth. En tout, il y a 27 logements. Donc une première garantie d'emprunt pour 10 logements collectifs de type PLS. Et la seconde, donc le premier, c'est pour un montant de 1 466 000 €. Et la seconde délibération, donc on est toujours au même endroit, pour 17 logements collectifs. Et là, ça concerne 8 PLAI et 9 PLUS. Et là, pour un montant de 2 262 438 €. Nous garantissons la totalité de l'emprunt. Question, remarque? Oui. Oui, au sujet de cette construction, les travaux ont été arrêtés pendant très longtemps. J'ai entendu dire que vous aviez d'ailleurs, vous étiez intervenu, monsieur le maire, auprès de l'architecte pour essayer de modifier quelque peu la construction, surtout au niveau où ça pose problème avec le voisinage. Bon, malheureusement, c'est vrai que s'adresser à l'architecte après le début des travaux, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas été couronné de succès dans cet essai. Il est vrai que on regrette toujours de ne pas avoir agi avant que cela soit acté. Bon, c'est ainsi fait. C'est malheureux. J'espère que pour les prochaines opérations, cela sera anticipé, du moins surtout au niveau du voisinage. En termes d'opérations de logement, donc effectivement, les 27 logements sont donc garantis par la mairie, ce qui me semble à peu près cohérent. Rappelez-moi le nombre de logements réservataires déjà sur ces deux projets, s'il vous plaît. Alors on avait pris une délibération, c'était en octobre 2020 pour un montant de subvention de 310 000 €, si je ne me trompe pas, et on avait 15 logements réservés. Donc dans ce montant de subvention intervenait aussi la garantie des prêts pour le nombre de... La subvention en 2020, et là on est sur la garantie des prêts. Par contre, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'on n'est pas sur le même bâtiment. Non, je là, sais. J'ai référence à Marcel Cerdan. Oui, je fais parce là, que c'est juste à côté. Là, on parle de l'ancienne école Sainte-Élisabeth. C'est juste à côté, c'est pour ça que j'y faisais aussi référence. Parce qu'effectivement, ce sont des projets qui vont coexister finalement, vu la proximité des lieux. Et il est évident que sur des projets aussi gros, nous, on est effectivement un peu surpris de voir des projets aussi gros sur cette zone-là. On avait déjà débattu de la chose, on a déjà dit qu'effectivement, ça allait poser des problèmes. J'en reviens aussi à la problématique de la circulation, puisqu'effectivement, des projets qui sortent à des endroits aussi finalement denses vont poser aussi des problématiques de circulation auxquelles je vous invite d'ores et déjà à tous à réfléchir, y compris avec les riverains. Voilà. Merci. Bien. Je mets aux voix qui est pour. Pardon ? Alors, la 23, oui, mais enfin bon. Pour la 23, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pour la 24, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je terminerai en disant quand même juste une phrase que le logement social, au-delà de l'aspect légal, je dis bien de l'aspect légal, la fameuse loi SRU,
est une nécessité pour des gens modestes qui ont quand même besoin de se loger, et que dire qu'on est contre, je peux le comprendre. Je finis ma phrase si vous permettez. Je peux le comprendre, mais encore faut-il faire des contre-propositions pour des lieux, et ça c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. J'entends la difficulté de l'implantation des logements sociaux, et je comprends aussi la nécessité d'avoir des logements sociaux dans une commune, c'est pas le problème. La problématique que j'ai, c'est qu'au vu de la configuration de la ville des Pays de Mirabeau, et effectivement des gros problèmes, on en a encore parlé tout à l'heure, de la circulation et de la problématique d'aménagement des voies de circulation, il est très difficile de supporter au sein d'une ville comme les Pays de Mirabeau de gros ensembles. Voilà, c'est toujours la même chose. 27 logements. Oui, mais ça s'additionne à Marcel Cerdan qui est exactement sur la même... Exact. Je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a deux options pour les logements sociaux. Où on fait, comme disent les urbanistes, de la ville sur la ville, et il faut essayer de le faire avec modération. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Où on fait du logement social en pleine campagne, style les 900 villas qui étaient prévues au Barnoin il y a bien longtemps, contre lesquelles M. Mella, mon prédécesseur, s'était battu, et moi ensuite, et où on a eu gain de cause. Et finalement, on en revient toujours au même point. Quant à la circulation en général, on est en ville. On fait des études, on est en ville. On fait des études de circulation qui montrent et qui pointent un certain nombre d'éléments que nous essayons de pallier par des sens uniques, par des changements de sens de circulation. Après, je voudrais quand même me rappeler, c'est dommage que M. Amaro soit parti, c'est que la ville des Pays de Mirabeau est une des villes la plus impactée par des nœuds routiers et autoroutiers. Alors, à moins de faire des tunnels et des passerelles, ben oui, ça fait quelques embouteillages de plus, de quelques minutes de plus, que les gens sont obligés d'anticiper, mais aussi peut-être demain, j'y serai sans doute plus, de contourner par l'usage de transports en commun sur lesquels nous avons fait quand même, mon équipe et moi, un gros travail, avec en particulier le BHNS qui doit partir du centre du village et monter vers plan de campagne. Donc je veux dire, quand on ne se préoccupe pas de la circulation, tiens, pour employer une expression qu'il aime bien employer, c'est une contre-vérité. C'est tout, ouais, j'essaye, c'est pas toujours facile d'être factuel. C'est vrai que c'est plus facile de débattre avec vous qui êtes courtoise qu'avec un aboyeur. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez, on a voté 23 et 24 ? Merci. 25. La numéro 25 donc, concerne la dissolution du comité des œuvres sociales de la ville des Pays de Mirabeau. Donc on va parler plus en détail de des conséquences dans la numéro 52, je crois. Là, il s'agit de regarder côté finance. Donc c'était une association le COS qui avait été créé donc, le 22 mars 2013 et en date du 27 avril 2022. Donc il a été acté par l'Assemblée générale donc, la dissolution de l'association. Et donc il s'agit pour nous d'acter du fait que nous allons reprendre l'actif et le passif du COS. Des questions, des remarques ? On complétera avec la délibération qui vient après, c'est que je rapporterai moi-même. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Ensuite, la numéro 26, donc il s'agit des admissions en non-valeur. Donc, comme chaque année, effectivement, nous passons les créances qui sont en non-valeur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont éteintes. Pour le moment, on n'a pas de possibilité de les recouvrer. Mais si effectivement les créanciers venaient à meilleure fortune, qu'on venait les identifier, on pourrait effectivement les réintégrer. Donc pour le moment, on est dans une situation temporaire qu'il nous faut constater. Et donc nous sommes sur un total de 37 799 € qui se répartissent comme suit. Pour l'espace famille, 18 143 €. Pour la TLPE, 8 113 €. Pour les mises en fourrière, nous sommes à 8 000, quasiment 600 €. Et tout ce qui est le reste, pour 375, 38 €. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La numéro 27, là par contre les créances sont éteintes. Donc là le recouvrement est définitivement perdu. Donc on est exactement à 12 680,39 € qui se répartissent comme suit. 9 992 € pour la TLPE, espace famille 1 899 €, les mises en fourrière nous sommes à 303 €. Et pour le reste qui concerne donc la mise à disposition de locaux pour un montant de 486 €.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 28. La numéro 28, donc il s'agit du compte de gestion de la ville. Donc, il s'agit d'approuver le compte de gestion rédigé par notre trésorier public. Donc, il s'agit d'une décision, on va dire, un vote administratif, une décision d'ordre. Oui, c'est une délibération d'ordre qui consiste à dire que le contrôleur contrôle et donne quitus d'une certaine manière. Donc ça ne donne pas lieu au débat, que le compte administratif pourra donner lieu par contre à débat. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 29. Du coup, nous pouvons passer effectivement au compte administratif 2021 donc de la ville. Donc je vous rappelle... Pardon, vous avez bien voté pour le compte de gestion? Oui. Donc le compte administratif, du coup, peut-être que le vote sera identique, je ne sais pas. Donc le compte administratif de 2021, donc je vous rappelle que le compte administratif représente l'ensemble des dépenses réelles et des recettes encaissées donc, sur l'exercice budgétaire, donc qui traduit les réalisations effectives aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc vous avez reçu un rapport détaillé qui vous explique toutes les évolutions des principaux postes budgétaires. Toutefois, donc, je voulais revenir de manière globale sur son détail. Donc, pour rappel, à côté fonctionnement, donc, nous avons 29 63 894 € de recettes et 27 481 782 € de dépenses. Et côté investissement, 16 265 000 de recettes pour 19 838 000 de recettes. Ce qui est quand même assez significatif sur cet exercice, c'est effectivement la reprise d'activité qui a certes été progressive, mais assez significative pour notre compte administratif donc, de 2021. Et même si effectivement nos dépenses de fonctionnement, qui sont de 27,5 millions, ont légèrement diminué par rapport à celles de 2020, à l'inverse, effectivement, nos recettes de fonctionnement ont augmenté. À l'inverse, les recettes de fonctionnement, elles, ont diminué de 500 000 €. Par contre, ce qui est intéressant de constater là-dessus, c'est que sur à la fois les dépenses de gestion courante et les recettes de gestion courante, nous avons subi une évolution identique, c'est-à-dire plus 1,2 million d'euros dans chacune des sections. Donc elles sont équilibrées effectivement à ce niveau-là. Et c'est quand même un phénomène assez intéressant, on va dire, en matière de gestion, compte tenu des aléas que nous pourrions, effectivement, que nous devions avoir lors de cette reprise. Je rappelle effectivement que la fiscalité n'a pas bougé, puisque nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition. Et il est à souligner aussi que sur la section fonctionnement, le taux de réalisation est identique à celui de 2020 et qui est à hauteur de 96%, donc quasiment en totalité exécuté. Par contre, sur la section investissement, on affiche un déficit de 3,6 millions cette année, et je vous rappelle qu'il était de 1,7 million en 2020. Ce qu'il faut retenir effectivement en matière de dépenses d'investissement, c'est qu'on est dans une évolution croissante et assez, on va dire, importante sur ces dernières années, puisque nous sommes sur l'année 2021 à 18,3 millions d'euros, et on peut les comparer donc à 2020, nous étions à 13,1 et à 11,2 en 2019. Ce qui fait qu'en moyenne, à la ville d'Épée de Mirabeau, on investit 782 € par habitant, alors que dans les villes de même strate, on est à 320 €. Donc il y a quand même un effort d'investissement qui est très important et qui se conjugue aussi avec le taux d'exécution, puisque là aussi le taux de réalisation des investissements, il a encore progressé cette année. Je vous rappelle qu'il était à 48% en 2019. Nous étions passés à 58% l'année dernière. Et cette année, pour l'exercice 2021, nous sommes à 63% de taux de réalisation. Donc c'est quand même assez significatif et qui souligne un petit peu effectivement la bonne gestion et surtout la bonne prévision, le bon cadençage, j'ai envie de dire, de nos investissements depuis plusieurs années. Simplement pour rappeler que côté dette, avec un emprunt que nous avions pris de 3,5 millions d'euros, nous sommes à une dette qui est passée de 335 à 452 € par habitant. Et simplement pour rappeler, sur des communes de même strate, la dette par habitant est de 982 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faudrait, si on consacrait tout notre argent à nous désendetter, 3,6 ans pour nous désendetter, alors que dans les autres communes, il en faudrait 8,4. Voilà. Notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire effectivement notre épargne, est de 2,6 millions
en 2020 et elle est passée effectivement à 2 millions en 2021. Et on va peut-être le rappeler tout à l'heure dans les échanges que nous aurons, les difficultés effectivement qui ont commencé à être les nôtres en 2021 en matière de gestion, mais qui vont s'accentuer et sensiblement s'aggraver. On en avait déjà un petit peu parlé effectivement lors du débat budgétaire de cette année. Donc pour les principaux événements, c'est tout ce que je voulais vous souligner. Après, donc, comme vous avez commencé à m'interpeller, mais c'était par M. Amaro qui n'est plus là maintenant, donc vous avez fait, donc du coup je me permets de répondre déjà en partie à ces questions-là et du coup d'en poser une, parce qu'il y en a une que je n'ai pas compris. Vous avez dit effectivement qu'il y avait à peu près 80 000 € qu'on n'avait pas distribués effectivement sur les associations. Alors sur le principe, je n'arrive pas à comprendre, je pense qu'on confond peut-être avec ce qui n'avait pas été réalisé compte tenu de la crise sanitaire sur 20 et 21, où effectivement on n'a pas distribué ces sommes-là qui nous ont été restituées. Mais simplement pour revenir hors crise sanitaire, on est à un niveau de financement de nos associations. Je n'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas vous les dire, mais qui doit à peu près représenter dans les 580 000 €. Et il a augmenté, si je ne dis pas de bêtises non plus, d'à peu près 5% par rapport à celui avant crise de 2019. Donc du coup, je ne comprends pas bien la question. Et la deuxième que vous avez posée, donc on n'aurait pas dépassé 17 millions d'euros. Donc on a exécuté l'investissement à 63%. On a exécuté le fonctionnement à 96%. Expliquez-moi où sont les 17 millions d'euros, parce que je ne les retrouve pas, à moins qu'on parle sur ce document, donc de la délibération, et qu'on additionne les 11 125 000 aux 6 042 000. C'est ça. En fait, c'est pas qu'on n'a pas dépensé en 2021 les 17 millions. Hein. On en revient à l'historique et la genèse de ce qu'on a dit. C'est ce que vous appelez la cagnotte. Hein. Donc on a réintégré les résultats. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on avait X millions d'euros qu'il fallait tout dépenser dans l'année. On a mis en place le PPI pour pouvoir, au cours du mandat, et compte tenu de ce qui risque de se passer, enfin, de ce qui risque très fortement de se passer pour nous, heureusement, quelque part, qu'on a cette cagnotte-là qui va nous permettre l'exécution de l'ensemble de nos projets jusqu'à la fin du mandat, mais qui va quand même faire poser la problématique de notre capacité à fonctionner compte tenu de ce qu'il va y avoir comme accroissement de nos dépenses de fonctionnement. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on n'a pas dépensé dans l'année, c'est ce que nous avons aujourd'hui en réserve par les réintégrations, puisque d'ailleurs la délibération qui va suivre juste après va proposer effectivement l'affectation de ce résultat et qui va nous permettre de finir de gérer nos investissements sur la durée du mandat. Le débat est ouvert. Donc, oui. Ok, merci. Donc j'ai 4 petites questions. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure des associations, c'est qu'en 2021, 460 000 € du budget étaient prévus pour les subventions aux associations. Donc c'est ce qu'il expliquait, c'est en page 14. Et le budget, déjà en baisse de 160 000 € par rapport à 2019. Mais il y a encore donc ces 80 000 € qui n'ont pas été mandatés aux associations. Donc c'est en page 14 et c'est le compte 65-74. Ma deuxième question, c'est une question aussi de budget. Pourquoi le budget de la communication qui est de 392 000 €, cette fois-ci c'est en page 37, et 2 fois plus que le budget alloué aux seniors qui est de 196 000 en page 62. Troisième question, d'ordre sémantique certainement, mais nous voyons qu'il y a presque 340 000 € de dépenses dans l'enseignement du 2e degré. En page 47, il semble que le secondaire, c'est-à-dire le collège et le lycée, n'est pas la responsabilité de la commune mais du département ou de la région. Et pourquoi y a-t-il des agents rémunérés par la commune sur ce point ? Et enfin, la 4e question, nous voyons sur ce compte administratif que vous avez équipé l'IDTech de plus de 23 000 € de matériel de jeux vidéo, en page 137. Donc il semble bizarre de ne pas être informé par le conseil municipal des dépenses de ce type, puisqu'habituellement, quand il y a des achats de lots de livres pour la bibliothèque, par exemple, vous nous en avez informé. Ensuite, ces achats ont été faits auprès d'une société dont le siège social est à l'IDTech. Donc vous avez acheté du matériel d'occasion à une société située à l'IDTech pour installer ce matériel dans la même IDTech.
Donc, ce matériel va être géré par l'actionnaire majoritaire de cette même société et nous ne comprenons pas ce montage financier et quel est l'intérêt de la commune. Donc, si vous pouviez nous expliquer. Merci. Okay. Alors, de manière générale, on est quand même sur un budget de, on a dit, côté fonctionnement, 29 millions, côté dépenses, 19 réalisés. Vous avez vu la volumétrie. Je ne connais pas le compte administratif par cœur, hein, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre dans ces détails. Par contre, d'où l'intérêt, effectivement, et là, en l'occurrence, vous assistez hein, sur les commissions, de pouvoir nous poser ces questions, voir en amont, que je puisse me permettre juste de relire pour choper les bonnes pages et vous y répondre voilà, dans le détail. Sur les associations, je pense effectivement vous y avoir répondu. Si l'activité n'est pas réalisée, forcément, ce n'est pas payé, c'est logique. Sur la partie, alors il y avait la communication, etc. Donc là, voilà, de manière globale, hein, ce qu'il faut regarder. Parce que d'ailleurs, je crois que ça avait été une remarque qui avait été formulée, je crois que c'était M. Marot l'année dernière, où il relevait justement dans l'exécution la faible part qu'on avait mis sur la sécurité. On était, alors je ne sais plus, dans les 300 ou 400 000, mais donc les choses évoluent d'une année à l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on regarde les projets de manière globale. Une année, on fait une chose, l'année d'après, on fait autre chose. Et cette année, par exemple, on est à 1,2 million, je crois, sur la sécurité. Donc, si on additionne les 300 et les 1,2 million, on est à 1,5 million sur 2 ans. Ce n'est pas tout à fait la même signification. Donc, là aussi, hein, quand on lit des comptes administratifs, on est sur une photo à une année T de ce qui se passe. J'avais fait une remarque une fois, il était intéressant de regarder le film et non pas la somme des photos. C'est beaucoup plus révélateur de la politique et de la stratégie qu'on construit. Ensuite, les dépenses pour le second degré, ben là je suis désolé, je n'ai pas les éléments. Et il y avait l'équipement sur les livres. Alors je crois, sauf faire de ma part, les jeux vidéo aussi. Alors, sauf faire de ma part, on a passé quelques délibérations là-dessus. Après, là aussi, je ne me trompe pas, je crois qu'on a 40 000 livres à la bibliothèque, hein, c'est ça, puisque à peu près 20 000 habitants, ça fait 2 livres par habitant, hein, c'est ça. Donc là, le détail de, c'est combien la somme? 25 000 euros. Sur la somme globale, là, je ne peux pas vous répondre en direct, mais on pourra retrouver les éléments. Mais sauf qu'on n'a pas, effectivement, on avait bien passé les libérations. Et l'objectif était effectivement d'avoir ces 40 000 livres. Si je peux compléter de deux. Et les jeux vidéo aussi. Juste compléter, les jeux vidéo, ils ont été rachetés à l'association, ça la réponse elle est claire. Pour la question du deuxième, de la dépense second degré, j'avoue, j'ai pas d'éléments de réponse, mais on va les rechercher. Je rappelle quand même qu'un compte administratif, c'est des grandes masses. Alors bien sûr, on peut ligne par ligne regarder, poser des questions. Je rappelle que l'endroit pour le faire sont les commissions. Mais à partir du moment où c'est soulevé en conseil municipal, ça ne me pose absolument aucun problème de faire les recherches. Moi non plus, je ne le connais pas par cœur, même si je connais ça assez bien, un peu moins bien que M. Musso, mais quand même. Et voilà, donc il manque une question, c'est l'enseignement de deuxième degré, ça, je ne sais pas. C'est en page 47. Enfin, on verra. Je voudrais juste rajouter une chose. Monsieur Fusone. Oui, pardon, je conclurai après, excusez-moi. Oui, merci. Moi, je vais essayer de ne pas être rébarbatif, même si la politique, c'est un petit peu l'art de la répétition. Et je prendrai en fait juste un exemple bien précis qui montre un petit peu votre façon de gérer. Je ne vais pas reparler du fonctionnement, on en a déjà parlé, qui est beaucoup plus que la moyenne, qui est largement même au-dessus de la moyenne en France. Mais on n'a pas un service public qui est largement au-dessus de la moyenne en France. On n'a même plus de police la nuit où il faut appeler un chat, où il y a des véritables razzias qui sont faites sur les peines Mirabeau. Je ne vais pas reparler de la requalification de la gavotte. Rien qu'en délibération, on parle juste de délibération, on est à plus de 22 millions d'euros, alors qu'à la base, on était à 13,5 millions d'euros. Non, je vais juste parler de cet emprunt de 3,5 millions d'euros. Parce que vous nous expliquez toujours que vous avez une gestion de bon père de famille. Mais un bon père de famille, il va emprunter pour refaire la toiture de la maison, il va emprunter pour acheter une maison, il va emprunter pour acheter une voiture quand la voiture ne fonctionne plus ou si la famille s'agrandit. Ça, c'est une gestion de bon père de famille. Or, vous avez fait un emprunt de 3,5 millions d'euros comme ça, pour rien, puisque on a 17 millions qui sont réinjectés comme ça sur l'année d'après. Alors, vous avez emprunté 3,5 millions d'euros, à savoir que dessus, on paye des intérêts,
puisque l'argent n'est pas gratuit. Et vous, dans votre logique, c'était parce que les intérêts étaient bas. Mais vous avez une vision à court terme. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une inflation qui est entre 8 et 10%, une inflation qui était qu'on pouvait, ce n'est pas à cause totalement de la guerre en Ukraine, parce que tout ce qui est matériaux, ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est juste que l'Union européenne, via la BCE, injecte énormément et fait tourner la planche à billets, et plus il y a de monnaie, et plus tout augmente. Donc, de ce fait, c'est que en fait, avec l'inflation, c'est que les 3,5 millions et même la cagnotte de 17 millions d'euros, eh bien, elle diminue à vue d'œil, puisque vous ne pouvez plus acheter au même prix que lorsque vous avez fait l'emprunt. Alors, vous auriez pu, avec cet argent, soit investir et faire des investissements, et là, on aurait perdu beaucoup moins d'argent. Soit vous auriez pu, par exemple, redonner un petit peu de pouvoir d'achat avec une prime pour les employés de la mairie, ou redonner directement du pouvoir d'achat aux Pénois, parce qu'une cagnotte de 17 millions d'euros qui n'est pas utilisée et qui fond comme neige au soleil, à cause de l'inflation, c'est vraiment dommage. Et c'est possible, on peut investir dans une ville et on peut baisser les taxes. Et moi, je vais juste prendre un exemple d'une mairie de même strate, Hénin-Beaumont. Alors à Hénin-Beaumont, c'est une mairie Rassemblement National, bien sûr. À Hénin-Beaumont, 2017, moins 3% sur la taxe d'habitation, de taxe foncière. 2019, moins 5%. 2020, moins 2%. 2021, moins 2%. 2022, moins 4%. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des mairies qui arrivent, et nous, on n'y arrive pas, et en plus, on emprunte pour rien du tout. Merci. Oui, de manière globale, hein, donc effectivement, on n'a pas du tout la même façon de gérer, et j'ai envie de dire quelque part tant mieux, et j'ai envie de dire pour les finances de la ville, parce que malgré ce, c'est pas dit, hein, on en a déjà parlé, qu'on ne fasse pas encore un emprunt d'ici la fin du mandat. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de laisser les caisses à zéro, et du coup de se retrouver dans une incapacité de pouvoir gérer. Donc ce que vous n'avez pas tout à fait saisi, c'est que effectivement nous avons emprunté 3,5 millions à un taux record, c'est-à-dire 0,84% à l'époque. Aujourd'hui, vous savez que si on se posait la question de remprunter, on ne le ferait pas, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que du taux variable. Et donc là, si on n'avait pas fait ça auparavant et qu'on faisait un emprunt aujourd'hui, on conduirait peut-être à un risque très fort pour la collectivité d'emprunter aujourd'hui sur des marchés dont on ne sait pas comment ça va évoluer. Et là, ça serait effectivement une erreur de gestion. Donc au contraire, ce n'est pas de l'autosatisfaction, hein, mais nous sommes ici tous très heureux d'avoir pu faire cet emprunt-là qui va nous permettre de conduire les projets d'investissement. Tout à l'heure, il était dit qu'on n'arrivait pas à exécuter notre budget. Donc vous vouliez qu'on investisse encore plus, donc sans l'exécuter. Ce n'est pas possible. Nous, on vous dit qu'on gère sur du long terme. Ça, c'est le premier point. Il y a un truc qui est incohérent dans ce que vous avez dit. C'est que vous avez parlé par rapport au personnel qui n'était pas assez rémunéré, etc., qu'on donnait des primes, pas des primes, le pouvoir d'achat, hein, c'est ça? Vous nous opposez tout le temps que la masse financière de notre personnel est à 75% et que ce n'est pas admissible. Et là, vous dites qu'il faut l'augmenter avec des primes, c'est-à-dire pas des choses pérennes. Nous, ce qu'on a fait cette année, c'est augmenter les catégories C, ça nous a coûté 400 000 € de plus. Il va y avoir l'augmentation de 3,5 points de l'indice de base des fonctionnaires, ce qui va rajouter à peu près dans les 300 000 €. Plus. C'est 140. Donc c'est 100 000 € de plus. Mais ça, c'est des choses pérennes qui en plus vont financer de manière globale le système de retraite. Alors que les primes, ça va financer effectivement le pouvoir d'achat au départ, mais c'est des choses à perte, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti derrière. Donc d'un côté, je ne comprends pas quand vous me dites votre masse salariale est trop forte, par contre, donnez-leur plus d'argent. Vous voyez, dans votre façon de gérer, et après ce qui est fait à Hénin-Beaumont, ça va être fantastique, mais ça n'aurait pas pu être fait ici, parce que nous, si on s'était amusé à faire ça, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, je ne pouvais pas équilibrer mon budget de fonctionnement. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas équilibrer mon budget de fonctionnement. Juste, oui, vaut peut-être mieux donner une prime aux employés de la mairie que de laisser l'argent fondre comme neige au soleil avec l'inflation. Parce que vous avez peut-être emprunté à des taux bas, mais rien que là, les 10% d'inflation, vos 3,5 millions d'euros, ils ont déjà perdu 350 000 € si vous voulez réinvestir, parce qu'il y a une flambée des prix des matériaux. Voilà, donc il vaut peut-être mieux donner l'argent plutôt que de le laisser fondre. Bon, je clôture, on peut y aller. Alors, on n'est déjà pas à 10% d'inflation, on est à 5 et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Concernant l'emprunt, vous avez entendu parler, puisque je vois que vous vous lancez dans la haute finance, du taux d'usure de la Banque de France. Naguère, je dis naguère au sens vrai du mot, il n'y a pas longtemps, on empruntait, enfin,
le taux d'usure était négatif, moins 0,5. Là, on est déjà à plus 2,5. Donc cet argent qui a été emprunté, contrairement à ce que vous dites, et là, vous faites, excusez-moi, une erreur de gestion, c'est que l'argent que l'on emprunte est destiné à de l'investissement. Et uniquement de l'investissement. Et croyez-moi, on y veille, et il n'y a pas que nous qui y veillons. Donc là, vraiment, cet argument tombe. Nous avons augmenté via le RIFSEP les salaires les plus bas au niveau de nos fonctionnaires. Comme je dis toujours, la masse salariale, ça représente le service public. Vous estimez que le service public de la ville des Pennes-Mirabeau est médiocre. Merci pour eux. Merci pour eux, parce que nos agents font ce qu'ils peuvent au quotidien, et en particulier les agents de catégorie C, les agents de base. Donc je suis un peu surpris de ce type de réflexion. Par contre, bien qu'il soit parti, je voudrais répondre indirectement à M. Amaro par 3 chiffres. 3 chiffres qui sont des perspectives d'avenir, parce que vous n'a pas échappé qu'on allait voter le compte administratif 2021, c'est-à-dire le réaliser. Les perspectives d'avenir, c'est quoi? C'est le doublement du prix de l'électricité. C'est le triplement du prix du gaz. C'est une forte augmentation du prix des denrées. C'est des pénalités de loi SRU, vous qui ne voulez pas faire de logements sociaux ou qui voulez les faire suspendus. On est à, si je me trompe, 800 000 € de pénalités. Et encore, n'anticipons-nous pas le risque, je dis le risque, pour le moment ce n'est qu'un risque, de la baisse des attributions de compensation. Alors oui, avoir un peu d'argent et non pas une cagnotte, ce terme est ridicule. D'ailleurs, je me refuse à employer, c'est effectivement de la bonne gestion. Et je terminerai par Hénin-Beaumont, charmante petite ville du Nord que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais dont je sais l'appartenance au Rassemblement national. Je ne nie pas les chiffres que vous avez avancés, je ne les connais pas et je ne vous fais pas de procès, c'est probablement vrai. 2 choses, savoir d'où on est parti, et deuxièmement, excusez-moi, Monsieur Fuzon, mais malgré l'appartenance et l'excellente gestion du Rassemblement national dans cette ville, il faut avoir envie d'aller y vivre. Hein. Voilà, j'ai terminé. Nous allons passer au vote. Juste avant, simplement de remercier l'ensemble des services qui a permis effectivement de faire ceci, et avec la qualité qui ne cesse de s'accroître, on dirait carrément... je vais dire un rapport de commissaire aux comptes, mais pas loin. Donc je tenais personnellement à les remercier, à les féliciter. Et du coup, on voit effectivement que les questions sont orientées sur des pages précises du compte administratif. Voilà. Et plus particulièrement Catherine Grégeois, pour la citer par son nom, qui mène ça de main de maître, sous la férule très compétente aussi de Nadia Greffeuil, et qui manque jamais une occasion de nous rappeler à l'ordre sur les perspectives d'avenir qui sont difficiles. Je ne suis pas en train de dire ça faute à l'Ukraine, pas à l'Ukraine. On fait des constats chiffrés et on essaie de faire du mieux possible avec. Voilà. Je vais me retirer quelques instants le temps du vote, puisque comme vous savez, en tant qu'ordonnateur, je ne dois pas y participer. Et je donne la parole à Monsieur le Premier adjoint. Oui, ben moi je vais continuer dans les remerciements. Effectivement, Jean-Philippe, tu fais bien de le préciser. Tous les remerciements au service technique, au service des finances, tellement habitué aux techniques que je remercie aussi, mais au service des finances, donc à Nadia et Catherine. Merci. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est bon. Patientez, monsieur le maire va revenir.
Francette, un coup d'harmonica, non? Oui. Merci de votre confiance, effectivement. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse aussi au service. Du coup, on peut passer à la 30. La 30, l'affectation. Du coup, on va affecter effectivement le résultat. Donc, compte tenu que la section d'investissement ne présente pas de besoin de financement, donc il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante. Donc, solde en report à nouveau, créditeur, soit la somme de 11 125 548,59 €. Qui est pour? Qui est contre? 2 contre.